Très heureux d'être avec vous ce soir pour ce temps. J'arrive de Charente-Maritime, de Tonnay-Charente exactement. Donc je suis un Pinot des Charentes et je suis très heureux d'être accueilli ici en Charente. Alors, le thème que le groupe du CCFD Terre Solidaire d'Angoulême m'a demandé, c'est « Face aux grands défis du monde, des solutions en France et ailleurs ». Voilà comment j'ai construit cette conférence. Je vais partir de la crise systémique que nous traversons aujourd'hui pour dégager les défis qui sont devant nous. J'en citerai quelques-uns sans être exhaustif. J'en développerai 3, comme il a été dit. Le réchauffement climatique, les inégalités sociales et la concentration des richesses. Et enfin, la perte du pouvoir du politique face aux grandes entreprises. Puis, j'aborderai des solutions possibles, car il y a des solutions possibles face à ces 3 défis. Des solutions dans les pays du Sud, évidemment, j'aborderai ça dans une dimension internationale, mais aussi des solutions ici en France. Et je situerai ces solutions à 3 niveaux. Le niveau personnel, qu'est-ce que moi je peux faire, le niveau des alternatives locales et le niveau du plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics, tant pouvoirs publics français que européens. Voilà, donc nous sommes partis pour 45 minutes ensemble sur ce grand thème. Alors, la crise que nous traversons une crise multiple, géopolitique, sanitaire, économique, financière, alimentaire, énergétique, sociale, environnementale, démocratique, et même, je crois, une crise des valeurs. Ces crises sont interdépendantes. Chacune impacte les autres et crée ainsi un vrai système. C'est pour ça que je dis que cette crise est systémique. Par exemple, la crise liée à la Covid-19 a mis encore plus en évidence ces interdépendances. Ce virus est le résultat des bouleversements de la biodiversité. En effet, le dérèglement des écosystèmes et des habitats naturels favorise la transmission des agents infectieux à l'homme, jusqu'à l'homme. C'est ce qu'on appelle la zoonose. En privant les virus de leurs hôtes habituels, qui sont des animaux, le virus passe d'animal en animal, mais normalement ne devrait pas passer à l'homme, ou en les rapprochant des concentrations urbaines. Et cette pression sur la biodiversité est liée, pour l'essentiel, au changement d'usage des sols pour répondre à la demande alimentaire. La consommation de viande mobilise aujourd'hui les 3/4 de la surface agricole mondiale. Et donc aussi, derrière, la déforestation. D'ailleurs, si on compare les cartes au niveau mondial des déforestations, des espèces menacées et des foyers épidémiques, eh bien, ces cartes se superposent. Voilà l'un des premiers liens évidents. Mais cette crise de la Covid-19 ne serait pas devenue mondiale sans l'énorme mondialisation des communications. Les crises se moquent bien des frontières. La Covid-19 a fait basculer dans l'insécurité alimentaire 139 millions de personnes. Donc voilà, on voit le lien entre santé et faim. Les guerres provoquent des déplacements de population, des migrations, et provoquent la faim. Là encore, si on superpose les cartes des zones de conflit et les cartes des zones de famine, quasiment on retrouve les mêmes pays. La terrible guerre en Ukraine, au-delà des milliers de morts ukrainiens et de soldats russes, a un impact très important sur certains pays du Sud, déjà dès maintenant, qui dépendent des engrais et des pesticides russes. Selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la guerre en Ukraine amènera 8 à 13 millions de personnes supplémentaires à souffrir de la faim. Tout est donc lié. Nous sommes face à une crise globale, à une crise systémique. Alors, c'est quoi les grands défis mondiaux face à cette crise systémique? Ils sont multiples. J'en cite quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif. Les guerres, les pandémies, le dérèglement climatique, la diminution drastique de la biodiversité, la pauvreté, les inégalités sociales, la faim, la pénurie de l'eau, le non-respect des droits humains et du droit international à l'heure actuelle, l'arme nucléaire, le terrorisme,
l'impact du secteur privé marchand dans la gouvernance politique, les marchés financiers hors de contrôle, la corruption, l'accroissement des migrations, le développement non encadré de l'intelligence artificielle, la bioéthique, la survie des peuples autochtones, et les montées des populismes d'extrême droite, etc., etc. Ces enjeux, je n'ai pas le temps de le montrer, mais ces défis sont eux aussi systémiques, car ils sont liés. Tout est lié. Je vais maintenant donc en développer 3, puisque je n'aurai franchement pas le temps de les développer tous. Sur mon 3e thème, la perte de pouvoir du politique face aux grandes entreprises. Ces 30 dernières années, le visage des multinationales s'est profondément transformé. Leur nombre a augmenté. Elles sont passées de 37 500 en 1990 à 82 000 en 2010. Leur poids financier a considérablement augmenté et de la même manière, des acteurs financiers sont de plus en plus importants, comme les fonds de pension américains ou britanniques. Le chiffre d'affaires des multinationales peut, certaines fois, dépasser le produit intérieur brut de certains États, et même de bien des États. Ainsi, en 2012, parmi les 100 premières entités économiques, pays ou entreprises, 40 étaient des entreprises multinationales, au niveau de leur richesse. Sur les 100 premières entités économiques, pays ou entreprises, les richesses de 40 d'entre elles, c'était en fait des richesses d'entreprises multinationales, non pas de pays, les 60 autres étant des pays. Elles sont de plus en plus mondiales, par le jeu de filiales en de nombreux pays. En 2011, les multinationales avaient 790 000 filiales étrangères. Et elles cherchent de plus en plus à influencer les politiques publiques avec l'aide de centaines de milliers de lobbyistes qu'elles financent. À Bruxelles, par exemple, ils sont plus de 25 000 qui travaillent pour des fédérations professionnelles, comme celle du pétrole, comme celle des automobiles, etc. Et avec des moyens financiers qui sont considérables. Exemple, le budget lobbying de Total Energy est de 4,7 millions d'euros, dont 2,5 pour le lobbying en France. À Sharm el-Sheikh, si je prends cet exemple-là, les lobbyistes des énergies fossiles, donc qui, dans les couloirs, essaient de faire comprendre qu'il ne faut pas arrêter justement les productions d'énergie fossile, sont présents en force. Ils sont 636. C'est la délégation la plus importante après celle des États arabes unis. Donc la délégation des lobbyistes des énergies fossiles sont plus importantes que toutes les délégations des États, sauf celle des Émirats arabes unis, parce qu'eux, ils vont avoir la COP28. C'est quand même impressionnant, ça. Quand ces lobbyistes ne sont pas dans les délégations officielles des États, d'ailleurs, quelquefois. Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où des entreprises peuvent légalement se jouer des frontières pour se localiser au mieux de leurs intérêts, à partir des moments où les flux financiers circulent librement, au gré de la rentabilité espérée, évasion fiscale et paradis fiscaux, il est évident que chaque État, pris isolément, n'est plus totalement maître chez lui. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, pour les pays du Sud. Avant, les États organisaient la mise en concurrence des entreprises. Aujourd'hui, ce sont les multinationales qui mettent en concurrence les États avec les moins-disants au niveau des impôts. Ces multinationales qui ont des ramifications à travers le monde via des filiales ou des sous-traitants peuvent ne pas être tenues responsables de violations des droits humains ou de dégâts environnementaux liés à leur production. Alors, cela vient de changer en France, grâce à la loi sur le devoir de vigilance. J'en parlerai tout à l'heure dans les solutions. Souvenez-vous de l'immeuble du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, abritant des ateliers de confection textile, qui s'est effondré en 2013, faisant 1127 morts. Or, ces ateliers fournissaient des marques internationales de vêtements, dont plusieurs françaises. Ces multinationales de l'habillement n'ont pas été tenues responsables à l'époque
de cet effondrement et de ce qui s'était passé, de par le cloisonnement juridique entre la maison mère et ses filiales. Les cloisonnements juridiques permettent que la maison mère ne soit pas responsable de ce qui se passe au bout de la chaîne. C'est un vrai scandale. Autre scandale, les tribunaux d'arbitrage internationaux qui permettent à des multinationales d'attaquer en justice des États. Oui, des multinationales peuvent attaquer des États quand ces tribunaux d'arbitrage internationaux sont inclus dans des accords commerciaux et de réclamer des millions, voire des milliards de dollars en compensation de décisions publiques qui menaceraient, selon elles, leurs projets. Ce mécanisme, qui n'est pas toujours très connu, est intégré dans la plupart des accords commerciaux et d'investissement. À ce jour, il y a 3400 traités de commerce et d'investissement qui incluent un tribunal d'arbitrage international. Au 31 juillet 2019, on avait recensé 983 plaintes. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y en avait que 75 en 2017, ça veut dire à quel point ça s'est accéléré. Et 88 milliards de dollars de fonds publics ont été versés à ces entreprises multinationales. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. En 2009, un tribunal d'arbitrage, qui est un tribunal privé, a contraint le Mexique à verser 77,3 millions de dollars au géant américain de l'agroalimentaire Cargill parce qu'il avait mis en place une taxe sur les sirops de maïs riches en fructose afin de lutter contre l'obésité. Donc le Mexique avait mis en place cette taxe pour lutter contre l'obésité. Cargill a dit ah oui, mais nous, ça touche à nos projets au Mexique. Hein. Et ils ont attaqué devant un tribunal le Mexique et ils ont gagné. D'ailleurs, les multinationales gagnent ces plaintes dans 60% des cas. Cette perte de pouvoir des pouvoirs publics face aux multinationales est un scandale parce que, d'un autre côté, aucun traité ne contraint ces multinationales à respecter les droits humains. Alors, évidemment, quand on entend tout ça, ça peut donner le bourdon. Je ne vous le cache pas. Mais c'est pourtant la réalité des enjeux mondiaux. Hein. Moi, on me demande les enjeux mondiaux, moi je vous donne des enjeux mondiaux. C'est vrai que c'est très important. Alors, y a-t-il des solutions ? Oui, il y a des solutions. Oui, on peut y faire quelque chose. Oui, on peut faire bouger les lignes. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, c'est difficile. Mais n'empêche, on peut faire bouger des choses. Alors, on peut faire bouger des choses à 3 niveaux. Sur la régulation des multinationales, là encore, on peut faire des choix personnels, soutenir l'économie sociale et solidaire, comme le commerce équitable, être donateur pour la solidarité ici ou la solidarité là-bas. Il existe une association qui s'appelle les Cigales. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des citoyens, des citoyennes qui investissent dans le lancement d'une micro ou d'une petite entreprise créée par des personnes qui sont sans travail et qui l'accompagnent. Et quand l'entreprise devient rentable, ces investisseurs reprennent leur rapport financier et peuvent le remettre pour le lancement d'une autre micro-entreprise. Il y a 6 clubs Cigales en Charente. Par des actions de plaidoyer sur les pouvoirs publics. Appuyer les ONG qui, comme le CCFD Terre Solidaire, veillent à la mise en œuvre effective de la loi. Donc c'est la régulation des multinationales. Cette loi s'appelle nominativement, elle est relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Cette loi a été votée le 21 février 2017, combat de 4 ans d'organisation de la société civile française, dont le CCFD Terre Solidaire, en lien avec quelques parlementaires. Cette loi oblige toute multinationale établie en France, qui a au moins 5000 salariés, à mettre en œuvre un plan de vigilance afin de prévenir toute atteinte grave aux droits humains et à l'environnement, en particulier dans les pays du Sud. Donc ils doivent mettre en place un plan de vigilance. Alors ils ne le font pas toujours, mais le CCFD veille avec d'autres organisations et a fait un radar du devoir de vigilance où il pointe du doigt les entreprises qui n'ont pas mis en place un plan et qui pourtant y sont tenues par la loi. Normalement, c'est à l'État de faire ça. Mais l'État n'a pas toujours fait le suivi
de cette loi. Les ONG le font. Cette loi, elle est historique. C'est la loi la plus avancée au monde pour la régulation des multinationales. Ainsi, par exemple, pour donner un exemple, grâce à cette loi, des ONG viennent dernièrement d'attaquer en justice Total Energy, qui veut exploiter un gisement pétrolier en Ouganda. Il envisage le forage de 400 puits, dont 132 sont dans un parc naturel, et qui veut ériger un oléoduc sur des milliers de kilomètres pour rejoindre les côtes de l'océan Indien en Tanzanie, qui va traverser de nombreux écosystèmes protégés et le bassin du lac Victoria, qui fournit en eau douce les populations avoisinantes. Une vraie catastrophe écologique et en termes de droits humains, car il y a accaparement de terre, déplacement de population, etc. Et donc c'est cette loi qui permet à des ONG d'attaquer en justice Total Energy. Avec le CCFD Terre Solidaire et plus de 100 associations et syndicats de toute l'Europe, demander à l'Union européenne d'adopter une directive sur le devoir de vigilance des multinationales. Ça s'appelle la campagne de la justice dans les affaires. Demander, avec le CCFD Terre Solidaire, que la France ne signe plus d'accords économiques qui incluent ces fameux tribunaux d'arbitrage internationaux. Et la France, tout dernièrement, vient de se retirer de l'un d'entre eux, la Charte de l'énergie. Voilà. Donc, c'est vrai que ces trois énormes défis, que sont les dérèglements climatiques, les inégalités et la concentration des richesses, et la perte de pouvoir du politique face aux grandes multinationales, qui, entre parenthèses, sont liés, sont des défis énormes. Mais il y a des réponses, en France et ailleurs, portées par des milliers d'initiatives d'organisations de la société civile, qui, moi, quand j'étais délégué général du CCFD Terre Solidaire, m'émerveillaient à travers le monde. Beaucoup sont portés par des jeunes, d'ailleurs. Nous pouvons, nous, rejoindre ces initiatives et y participer, et ce, à différents niveaux, par nos choix personnels, par des actions collectives locales, par la participation à des actions de plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics, tant au niveau national qu'au niveau européen. Oui, des solutions, en France et ailleurs, existent. Elles sont à notre portée et nous pouvons faire bouger les lignes, même vis-à-vis des pouvoirs publics. Ainsi, mesdames et messieurs, à notre place et à notre mesure, nous pouvons construire ensemble un monde meilleur pour aujourd'hui et pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci.